Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Vous avez dit sensibilité chimique multiple, organisé par l'association SOS-MCS. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Pascale Poupin, présidente de l'association SOS-MCS depuis février 2024. L'association SOS-MCS a été créée en juin 2003 par Marion Taillol et Catherine Lemasson, elle-même atteinte de SCM, sensibilité chimique multiple, ou MCS en anglais, Multiple Chemical Sensitivity. Elle se trouvait alors confrontée à l'incompréhension du monde médical et de leur entourage, d'où l'envie de faire avancer la connaissance de cette maladie et d'accompagner les patients. C'est dans cet objectif qu'a été créé SOS MCS. 20 ans plus tard, le pari est tenu. SOS MCS compte aujourd'hui plusieurs centaines de malades adhérents et se positionne comme l'association de référence pour les patients atteints de cette maladie. SOS MCS fait partie du réseau Environnement Santé, RES, et lutte activement contre les maladies environnementales aux côtés des associations de référence dans le domaine au niveau national et international. Vous pouvez retrouver toutes nos informations et actions sur notre site sosmcs.fr. Hier, nous avons fêté, comme chaque 12 mai, la journée mondiale des maladies environnementales émergentes, c'est-à-dire la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, la sensibilité chimique multiple et l'électrohypersensibilité. À cette occasion, nous avons voulu organiser un webinaire pour vous expliquer notre maladie qui malheureusement peut toucher tout le monde, en particulier les enfants plus vulnérables, et également permettre aux personnes qui sont dans l'errance médicale de mettre un nom sur leur maladie. Nous remercions nos deux intervenants, le docteur Richard, pneumologue à Saint-Omer, et Laïs Houdelier, vice-présidente de l'association SOS-MCS, atteinte de ce syndrome depuis de nombreuses années. Je laisse maintenant la parole au docteur Richard. Merci de m'avoir invité. Donc, je suis le docteur Richard, je suis pneumologue à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. J'ai été très interpellé par cette pathologie lorsque nous avons été en Bavière avec les fondatrices que vous avez rappelées, c'est-à-dire Marion Taillol et Catherine Lemasson, il y a une quinzaine d'années. Et depuis, j'essaye d'être à vos côtés pour faire avancer la prise en charge de cette maladie en France, ce qui est manifestement une chose un petit peu difficile. Je vous propose de regarder ensemble le diaporama que j'ai fait, en n'hésitant pas à m'interpeller si vous voulez. Au cours au fil de l'eau, ça peut être plus intéressant de couper mon intervention à votre gré. C'est un diaporama que j'avais fait pour je sais pas pourquoi ça a quitté, pour un différent congrès. Donc le dernier, là, c'était les rencontres interrégionales de pneumologie, puisque dans le cadre de l'action que je mène, cette pneumologie, j'essaye de sensibiliser un maximum de médecins autour de moi, dont les pneumologues. Vous connaissez la définition de l'hypersensibilité chimique multiple, où la plupart d'entre vous êtes malheureusement atteints de cette maladie, qui est pas totalement expliquée, avec des symptômes qui sont très variés, qui pour la plupart des médecins ne correspondent pas à un syndrome bien connu, puisque en l'occurrence on n'est pas du tout formé en médecine environnementale, et en particulier il n'y a pas beaucoup de médecins qui connaissent cette maladie, ils en ont peut-être entendu parler, mais ne la prennent pas en charge en tous les cas. Donc c'est exposé, bien sûr, c'est suite à l'exposition de produits chimiques situés dans notre environnement. Il y en a malheureusement de plus en plus, avec des concentrations qui sont faibles et qui sont bien inférieures à celles qui sont connues pour être responsables de pathologies toxiques. Ce sont pas des très hautes doses qui vont impacter malades et non malades. Ce sont des petites doses qui sont bien en dessous des seuils toxiques et qui vont engendrer malheureusement beaucoup de symptômes. Ces symptômes donc variés, non spécifiques,
Pour le médecin, c'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas de diagnostic paraclinique de certitude. Hein. Quand on a un cancer, on fait un scanner, il y a quelque chose d'anormal, on fait des biopsies et ça diagnostique le cancer. Quand on a hypersensibilité chimique multiple, malheureusement, il n'y a pas de diagnostic paraclinique de certitude qui permettrait d'éviter ce négationnisme, car il s'agit bien de ça, ce négationnisme de cette pathologie depuis des années. C'est en train de bouger un tout petit peu. On pourra en parler si vous voulez. Il y a quand même des petites lumières qui s'allument au bout du tunnel depuis peu, enfin depuis le dernier congrès national de pneumologie auquel j'ai assisté. Les mécanismes ne sont pas totalement élucidés. On les verra ensemble. C'est un peu compliqué. Et puis, je mets toujours profil psychologique particulier parce que quand vous allez consulter un médecin, la première chose qu'il voit, c'est que vous n'êtes pas en forme. Pas en forme morale en particulier. Et bien sûr, on le comprend bien quand on vit votre maladie, c'est bien sûr difficile à vivre. Les définitions, bon, l'hypersensibilité chimique multiple en français, MCS en anglais. La plupart des publications françaises parlent de syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques. Alors ça va faire bondir Christine Malfray que j'ai vu, dont j'ai aperçu je crois qu'il participe au séminaire aussi. On appelle ça aussi éventuellement un tilt, hein, voilà. Quand c'est associé à l'électro-hypersensibilité, on verra, ça fait à peu près, je crois, 30% des patients. On appelle ça une intolérance environnementale idiopathique. Et puis, de façon plus large, il y a d'autres maladies qui englobent l'hypersensibilité chimique multiple, qui est l'ensemble des pathologies médicalement inexpliquées, type fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique. Vous voyez, ça touche beaucoup de monde. Hein. Alors, j'ai pris exprès les deux extrêmes, hein, 0,2 à 37%. Il y a quand même autour des 3,5% de formes sévères. Ça touche plutôt les femmes, vraisemblablement en raison de phénomènes hormonaux. Et l'âge moyen est autour des 50 ans, en sachant qu'il y a, comme vous l'avez dit, des patients beaucoup plus jeunes qui sont atteints de cette maladie. Voilà toutes les enquêtes qui sont faites. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est parce que vous voyez que j'aimerais bien voir apparaître France quelque part et je ne l'aperçois pas. Mais toutes ces études montrent à peu près la même chose. Là, c'en est une qui était une enquête téléphonique, donc sur un nombre important de patients. Vous voyez qu'on arrive à probablement 12% de population avec, semble-t-il, là toujours le sexe féminin retrouvé et la race hispanique serait un facteur prédisposant. Ça peut expliquer pourquoi en Espagne, par exemple, il y a quand même une prise en charge un petit peu meilleure de cette pathologie. Vous voyez que la profession, normalement, le niveau de revenu et d'études n'intervient pas du tout dans je crois qu'au sein de tous les patients qui sont atteints de cette maladie, il y a aussi bien des ouvriers que des artistes ou des professions médicales ou autres. Ça, c'est une autre étude qui montre qu'il y avait deux tiers des femmes impactées, avec surtout, ça c'est important, moi je trouve que c'est très important, ça c'est les conséquences sociales. Hein. Les courses difficiles dans 30% des cas, perte d'emploi dans 13% des cas, 13% déménagés. Hein. Le document qui a été fait par les Canadiens récemment montre que c'est possiblement d'ailleurs plus élevé que ça. En tous les cas, c'est une maladie, quand elle est sévère, qui impacte énormément, vous le savez, la vie sociale et la vie familiale, hein, jusque la vie familiale. Autre étude qui montre qu'on perd beaucoup de journées de travail ou carrément son travail, qu'on a des difficultés dans ses courses pour aller dans des lieux publics, que ça peut être associé à l'asthme. Moi, 54%, ça me paraît beaucoup. Hein, la publication enfin, de l'allemand que m'a été transmise par Pascal Poupin parle de, je crois, 30%. Bon, moi, je trouve que c'est élevé. Dans les patients que je vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'asthme que ça. Quand il y a de l'asthme, je vais dire, je saute dessus parce que l'asthme, quand on parle de l'asthme à la sécurité sociale, à MDPH ou aux confrères, ils savent ce que c'est. Quand on parle d'hypersensibilité chimique multiple, ils se plongent la tête dans le sable.
Et tandis que quand il y a de l'asthme, donc je mets tous les symptômes, je les rattache à l'asthme pour que la maladie soit reconnue. Alors bien sûr, il y a nécessité de réduire l'exposition aux fragrances, mais ça c'est une évidence malheureusement qui n'est pas appliquée. Donc ça peut être associé quand même à quand même des activités professionnelles qui exposent aux produits chimiques comme le travail agricole. Une nouvelle maison, hein, euh, je ne pense pas trahir de secret en disant qu'une des fondatrices de SOS MCS a développé sa maladie après avoir habité une maison en bois traitée avec des produits chimiques très impactants. Pour les vaccinations, moi, bon, j'ai pas, je vous ai fait part de cette publication, mais j'ai pas d'opinion là-dessus. Là, vous voyez que cette publication, toujours Steinman, hein, Steinman publie beaucoup là-dessus, sur cette pathologie. Vous voyez que l'accès dans des lieux publics où il y a des produits chimiques tels que savon parfumé ou produits, quels qu'ils soient, parfums ou autres, gênent l'accès aux lieux publics, l'accès aux lieux de travail. Mais ça, vous le savez, bien sûr. L'évolution, bah, vous savez que tout est à la hausse, hein. Au Canada, ils ont vu que ça avait doublé en 10 ans jusqu'en 2016, et puis ça continue à augmenter avec un nombre important de patients, je crois plus d'1 million au Canada. Steinman l'avait montré aussi dans une publication de 2018, croissance de 300%, là c'était 300% en 10 ans. C'est vrai qu'en Amérique, ils ne lésinent pas sur les produits chimiques non plus, hein. Donc c'est un véritable problème de santé publique qui nous avait amené en 2018 à aller avec Marion Taillol et Catherine Lemasson au ministère exprimer, parler de cette pathologie et demander quelques actes forts immédiats, type résidence chimique, enfin sans produits chimiques, qui puissent héberger les patients les plus sévères, au moins un par région dans l'urgence, mais tout ça est resté lettre morte depuis 2018. Les sujets à risque, ben on en a parlé, donc dès qu'on est exposé aux produits chimiques, hein, donc vous voyez, ça, et là, récemment, il y a quelqu'un qui travaillait en milieu anesthésique, hein, avec lequel j'ai eu une consultation téléphonique. Les vétérans du Golfe, c'est parce qu'ils avaient été exposés aux produits chimiques aussi. Enfin, tout ça, ça revient toujours au même. C'est produits chimiques, produits chimiques, produits chimiques, hein. Alors le diagnostic, il est malheureusement souvent fait par vous, puisqu'il y a une méconnaissance totale du monde médical sur cette pathologie, et souvent avec beaucoup de retard, hein, plusieurs années souvent. Et puis quand ils arrivent à parler d'exposition aux produits chimiques, ben, ils tombent heureusement rapidement sur SOS MCS, et là ils savent ce qui leur arrive. Donc, pour le médecin, ben, normalement, c'est un questionnaire en 6 critères majeurs. Le CASI reste, à mon avis, la référence, mais c'est vrai qu'avec un petit peu d'expérience, on n'en a plus trop besoin. Ça reste quand même un élément, je trouve, objectif pour le suivi du patient et pour apprécier la sévérité, hein. C'est un questionnaire qu'on verra semi-quantitatif qui permet bien d'appréhender la sévérité de la pathologie. En général, l'examen clinique est normal et le diagnostic différentiel est négatif. Je crois que c'est très important, en tous les cas pour ceux qui n'ont pas beaucoup l'habitude de prendre en charge cette maladie, d'éliminer d'autres pathologies qu'on verra ensemble. Les critères majeurs du diagnostic, ben, c'est une symptomatologie chronique, c'est-à-dire plus de 6 mois, qui affecte plusieurs organes, altérant la qualité de vie, qui impliquent le système nerveux central, avec cette hypersensibilité aux odeurs et aux produits chimiques, avec des symptômes qui atteignent le système nerveux, mais au moins un autre système. Et souvent, c'est pas un autre, c'est plusieurs autres systèmes. Ces symptômes sont reproductibles, comme on l'a dit, à des doses bien infratoxiques, à des faibles doses d'exposition, et qui sont liés à différents produits chimiques pas forcément apparentés, et qui s'atténuent ou disparaissent quand on pratique une éviction des produits chimiques. Alors, je dirais, disparaissent
quand la maladie est récente, s'atténue quand elle est plus ancienne. Après, c'est ce fameux questionnaire de référence, hein, qui est le questionnaire KESI, que je demande souvent aux patients, même systématiquement. Il y a 10 questions sur les symptômes, 10 questions sur les facteurs produits chimiques déclenchants, sur d'autres facteurs déclenchants, sur les expositions qui permettent de définir un score de masquage et les 10 questions sur l'impact de la qualité de vie. C'est des réponses, en fait, le diagnostic qui repose sur 3 des questionnaires et on dit c'est très probable, assez probable, douteux ou peu probable. Voilà les éléments qui nous permettent de déterminer le très probable, assez probable, peu probable, douteux et peu probable, qui se base donc sur les symptômes aux produits chimiques et le score de masquage. Donc le score de masquage, je j'adhère pas trop. Par contre, ce que j'adhère beaucoup plus, c'est sur les conséquences sociales de la maladie, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui impacte beaucoup, qui vous impacte beaucoup. Donc en fait, les symptômes, j'ai mis richesse digne d'un grand hypochondriaque, c'est-à-dire ça part à l'interrogatoire, ça part un peu dans tous les sens, avec quand même, et c'est pour ça que j'ai été souligné, des symptômes qui sont quand même assez récurrents. Bon, là, on en a parlé. Je trouve que c'est pas aussi fréquent qu'on le verrait. Par contre, les oppressions thoraciques, c'est assez fréquent. Au niveau des yeux, les picotements, beaucoup de vertiges. Hein, j'entends beaucoup de vertiges, beaucoup de maux de tête, beaucoup de fatigue, beaucoup d'insomnie et de problèmes de concentration. Hein, ça arrive très souvent. Les troubles du sommeil. Bon, j'avais fait une petite étude sur les troubles du sommeil. Vous voyez qu'il y avait 42% des patients qui étaient impactés par de leur sommeil à cause de cette pathologie. Il y a certaines patientes qui vont peut-être se reconnaître, qui se réveillent la nuit et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, mais qui sont incommodés, qui voient leurs symptômes d'hypersensibilité chimique apparaître. Eh bien, c'est tout simplement parce que dans l'environnement, au cours de la nuit, il y a le voisin qui est sur le balcon et qui fume, il y a quelqu'un il y a un incendie pas loin. Pas loin, ça peut être plusieurs kilomètres, et puis comme ils ont la fenêtre ouverte, qui les incommode au cours de la nuit. Voilà. Donc, avant éviction et après éviction, le sommeil réapparaît, mais de meilleure qualité quand on pratique une éviction. Hein, vous voyez, donc avant éviction et après éviction. Les autres symptômes, c'est la fatigue, hein, beaucoup de fatigue, hein, vous le savez, quelques douleurs musculaires ou articulaires, beaucoup de troubles gastro-entérologiques, des douleurs abdominales ou des nausées, et puis les signes psychiatriques, dépression, anxiété, insomnie, tout ça, ce sont les conséquences de votre pathologie et non pas les causes. Souvent, quand je vous ai dit que la plupart des médecins vous voient arriver avec pas très en forme, la seule chose qu'ils reconnaissent dans leur sémiologie qu'ils ont appris, c'est que c'est quelqu'un de déprimé, anxieux et insomniaque. Donc, on va traiter la dépression, l'anxiété, l'insomnie, et on va résoudre le problème. Et évidemment, quand on agit sur la conséquence et pas sur la cause, on ne résout rien. Donc, bien sûr, ces symptômes sont plutôt la conséquence que la cause. Alors, les formes cliniques, eh bien, c'est un peu, je fais toujours la comparaison avec l'asthme. Hein. Quelqu'un qui fait une crise d'asthme dans sa vie, il a un asthme, mais c'est un asthme léger. Quelqu'un qui peut plus mettre un pied devant l'autre parce qu'il il est asthmatique et très gêné, c'est aussi un asthmatique, mais c'est bien sûr pas du tout le même retentissement. Eh bien, pour l'hypersensibilité chimique multiple, il y en a qui supportent pour bien les fortes odeurs, et puis il y en a qui sont obligés de vivre reclus dans leur maison, dans leur voiture, ou comme ils peuvent, sous une tente, pour essayer d'échapper aux produits chimiques et qui peuvent voir personne, parce que dès que quelqu'un arrive avec ne serait-ce qu'un tout petit peu de parfum, même s'il l'a mis il y a 8 jours sur son vêtement, c'est intolérable pour eux. Les formes associées à asthme, bon, j'ai remis les publications, mais à mon avis, c'est moins que ça. L'autisme a été noté, moi je n'ai pas vu d'autisme, en tous les cas, je ne l'ai pas diagnostiqué. L'électro-hypersensibilité, ça par contre, indiscutablement,
ça touche beaucoup d'entre vous, peut-être même plus que 30%. Et souvent, il semblerait que l'hypersensibilité chimique multiple précède l'hypersensibilité électro-hypersensibilité, qui avait fait l'objet d'un rapport de l'ANSES en 2018. Donc l'ANSES reconnaît plus l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques que l'hypersensibilité chimique multiple. Surtout après le rapport qui a été fait par le Canada récemment. Donc l'évolution, ça peut être une exposition aiguë à une forte dose de produits chimiques, puis après on développe l'hypersensibilité de façon chronique en déclenchant ces symptômes avec n'importe quel produit chimique. Ou alors, et c'est la forme la plus fréquente, progressivement on dit tiens, je supporte plus ça, et puis ça, et puis plus ça, et puis plus le parfum, et puis plus les gaz d'échappement, et puis plus la lessive, etc. Et donc c'est souvent ces formes progressives qu'on voit arriver. Dans l'examen complémentaire, c'est toujours bien de rechercher, à mon sens, des déficits en vitamines. À ce niveau-là, ni trop ni trop peu. Hein. Quand il y a un déficit en vitamines, je pense qu'il faut faire un traitement de supplémentation de cette vitamine. Quand le taux de vitamine est normal, en mettre plus, ça peut avoir des conséquences néfastes pour la santé. Systématiquement rechercher un certain nombre de dysfonctionnements hormonaux, mais honnêtement, ça, j'en trouve pas beaucoup. Il y a des examens qui dépendent de l'organe qui est mis qui s'exprime dans la pathologie, hein, troubles digestifs, troubles ORL, troubles vertige ou autres. Et ça, c'est les Italiens qui ont fait un gros travail en mettant autour de la table plusieurs spécialistes d'organes pour déterminer quels examens fallait faire pour les gens qui ont une hypersensibilité chimique multiple. On en dira un mot un peu plus loin. Il faut se méfier des tests à la métacholine, hein, quand un pneumologue voit quelqu'un qui tousse façon, qui a des gènes respiratoires et pour lequel le diagnostic d'asthme n'est pas fait, il a tendance à proposer un test à la métacholine qui semble aggraver les patients atteints d'hypersensibilité chimique multiple, vraisemblablement en raison d'une dysrégulation du système nerveux autonome. C'est le système, je dirais, le système nerveux autonome, pour essayer de trouver un terme adapté, facile à comprendre. C'est l'espèce de système nerveux qui agit comme un ordinateur. Donc l'olfactométrie montre qu'il y a des seuils de détection des odeurs normales. Bon, c'est des petites études, hein, qui montrent ça. Il y a quand même parmi vous des gens qui sont gênés par les odeurs, par des produits chimiques, pardon, sans même qu'ils ne perçoivent d'odeur. Donc ça, ce sont des examens qui sont pas encore, à mon avis, totalement utiles dans la pathologie. Les tests de provocation, je crois que c'est un peu compliqué parce que là aussi les résultats sont très variés et je crois que le véritable problème de ça, c'est de savoir quelle substance il faut utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser des composés organiques volatiles? Est-ce qu'il faut utiliser, moi je pense qu'il faudrait utiliser le parfum qui gêne le patient. Il y en a quand même parmi vous qui sont plus gênés, par exemple, par une lessive ou par les moisissures que d'autres. Il y a eu des gens qui ont mesuré, vous voyez cette publication, mesuré les composés organiques volatiles dans la laine, hein, donc dans l'expiration, avec un système qu'ils appellent le NOS, et qui montre qu'il y a une augmentation des composés organiques volatiles pour les gens qui ont une hypersensibilité chimique multiple versus témoins, donc versus sujet non atteint de la maladie. Beaucoup de biomarqueurs qu'on va pas détailler, ça n'est que le reflet, je pense, des dysfonctionnements induits dans l'hypersensibilité chimique multiple, et ça n'a aucun intérêt de doser tout ça, à mon sens, dans l'immédiat. Hein. Peut-être que d'ici quelques temps, on pourra dire, en mesurant cette molécule-là,
on est sûr que le patient a une hypersensibilité chimique multiple qui le gêne. Donc, dans le diagnostic différentiel, le syndrome de fatigue chronique, hein, vous êtes pour la plupart très fatigué, et c'est un diagnostic différentiel qui est assez facile à faire parce que il n'y a pas de facteur déclenchant chimique. L'asthme et l'allergie, n'importe quel pneumologue doit pouvoir faire le diagnostic différentiel en sachant que il est associé, vous avez dit tout à l'heure, il y a des publications à 50%, il y en a à 30%. C'est très variable. Moi, j'ai l'impression, dans mon expérience, je n'ai pas mesuré, mais qu'il y en a moins que ça. Syndrome d'hyperventilation, il y a un questionnaire type qui permet de faire le diagnostic, hein, c'est le Nijmegen. Donc ça, il y a pas de, c'est pas très compliqué à éliminer. Les gens qui sont gênés dans les bâtiments malsains, en fait, il n'y a pas que qui sont touchés. Hein. L'ensemble de ceux qui sont dans le bâtiment ont des symptômes et ils guérissent après éviction. Donc, on n'est pas du tout dans une hypersensibilité chimique multiple pour ces patients. L'intoxication professionnelle, ça peut être le départ d'une hypersensibilité chimique multiple. Alors ça, c'est au même titre que l'asthme. Quand je vois ça, c'est intéressant, entre guillemets, au niveau social pour la prise en charge de la maladie. Tout ce qui est burn-out ou stress post-traumatique, bien sûr, c'est pas déclenché par les produits chimiques. Et les facteurs, la fibromyalgie, ça peut être on peut y avoir on l'a dit, hein, des douleurs articulaires et musculaires, mais pas forcément une fibromyalgie associée. Il y a la macrocytose. Il y a une patiente qui m'avait demandé si elle n'était pas atteinte de cette pathologie-là. Il suffit de faire un dosage dans le sang qui permet de déterminer si on est ou non atteint de cette maladie. Les facteurs déclenchants, vous les connaissez tous. Hein, vous avez mis en par ordre décroissant les lessives, détergents, les pesticides, les parfums, les gaz d'échappement, les fumées, la javel, hein, qui gêne beaucoup d'entre vous. Il y a des journaux que certains d'entre vous ne peuvent plus lire. Bien sûr, tabac, plastique et les moisissures. Hein. Pourquoi les moisissures? Parce que les moisissures émettent des composés organiques volatiles au même titre que les produits chimiques. Donc, à mon sens, les composés organiques volatiles ont un rôle très important dans cette symptomatologie, dans votre symptomatologie. Les pesticides, ce sont d'autres molécules, mais qui sont très gênantes. Les fongicides, je vous ai cité tout à l'heure une patiente qui avait développé sa maladie après avoir investi une maison en structure bois qui avait été traitée par des fongicides en quantité importante. Le monoxyde de carbone, moi j'en vois pas beaucoup ces problèmes-là. Les prothèses peuvent être des éléments aggravants à la pathologie. Les algues bretonnes, ça peut être plutôt sous forme déclenchant. Là, c'est à dose toxique, hein, souvent que la symptomatologie se déclenche. La reconnaissance par l'OMS, en CIM10, elle était reconnue autrefois dans cette rubrique-là, autre allergie non précisée. La CIM11, elle est beaucoup critiquée, je sais pas, mais je dirais qu'il faut. La grosse critique qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas marqué hypersensibilité chimique multiple. Ça devrait l'être. À l'inverse, il parle de conditions allergiques ou hypersensibles, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'hypersensibilité chimique dans beaucoup de ces items, et donc ça permet de l'intégrer. Mais ça aurait été mieux effectivement de la mettre comme une entité à elle seule. La reconnaissance est variable. En France, vous savez ce qu'il en est. Dans d'autres pays d'Europe, la pathologie est reconnue. Et puis, au-delà de l'Europe, il y en a d'autres, au Canada en particulier, où il y a des gens qui prennent en charge cette pathologie de façon remarquable. Et puis, il y en a d'autres qui ont fait un rapport sur lequel l'ANSES s'est basé et qui nous handicape beaucoup dans l'évolution de la prise en charge de la maladie.
Donc en Italie, on a parlé tout à l'heure du consensus issu des spécialistes avec des listes d'examens complémentaires et puis qui orientent le traitement et la prise en charge hospitalière des patients. Donc la physiopathologie, j'ai mis puzzle parce que c'est vrai que c'est compliqué. La première hypothèse, c'était la dépression, la névrose, le stress, etc. En fait, tout ça est plutôt la conséquence que la cause de la pathologie, même si, quand même, on voit pour certains d'entre vous dans les antécédents un traumatisme qui peut peut-être favoriser ultérieurement le déclenchement, et c'est un facteur aggravant et certainement pas la cause de votre maladie. L'hypothèse immunologique, elle est basée sur l'étude de globules blancs, les lymphocytes, et de ce que sécrètent ces globules blancs, les cytokines, et vraisemblablement les mécanismes immunologiques qui interviennent comme facteurs aggravants. L'hypothèse génétique, elle peut pas être éliminée. Il y a quelques gènes qui ont été mis qui ont mis en évidence un lien entre ces gènes-là, et des perturbations enzymatiques qui peuvent expliquer les intolérances médicamenteuses dans la mesure où les enzymes dégradent moins bien certains médicaments. C'est pour ça qu'on conseille plutôt, quand on donne des médicaments à MCS, de débuter à mi-dose. Et vous voyez que tous ces enzymes ont pour conséquence, quand ils dysfonctionnent, d'augmenter le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, c'est un élément déterminant dans la maladie. On va le voir un petit peu plus loin. L'hypothèse métabolique, c'est que il y a des modifications de certains marqueurs qui montrent qu'il y a un stress oxydatif. On revient là-dessus. Donc, si on résume un petit peu les substances chimiques, quelles qu'elles soient, les composés organiques ou volatiles, quels qu'ils soient, peuvent passer par le nez et atteindre le cerveau directement, éventuellement passer par le poumon, et arriver dans la circulation sanguine. Et suite aux problèmes enzymatiques qui peuvent être d'origine génétique ou après une hépatite virale. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui développent l'hypersensibilité chimique multiple après une hépatite virale. Le foie étant une usine métabolique, de dégradation métabolique importante, si cette usine fonctionne pas bien, ça peut augmenter les toxiques dans le sang, avec donc une activation des globules blancs dont on a parlé et de certaines substances. Et tout ça arrive au cerveau sur des récepteurs qu'on appelle les récepteurs potentiels transitoires, qui sont essentiellement deux types. Et ces récepteurs augmentent sur les cellules de différentes zones du cerveau, avec un dysfonctionnement du système nerveux autonome dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est d'espèce d'ordinateur inconscient qui régit aussi notre cerveau. Et pas que notre cerveau d'ailleurs, notre cœur, notre système digestif, et qui peut, de ce fait-là, expliquer que par le biais d'une atteinte du cerveau, on arrivait à avoir des conséquences sur tous les organes qui nous constituent. Et donc avoir ces symptômes sur le trouble le système digestif, sur le cerveau et les autres organismes. Alors le passage à travers la peau ou le tube digestif, ça reste a priori encore un point d'interrogation d'après ce que j'ai pu lire dans les différentes publications. Bon, vous voyez, les petites particules rentrent par le nez, peuvent passer la barrière qui existe entre le nez et le cerveau à travers les méninges, et atteindre le système nerveux au niveau des récepteurs dont on a parlé tout à l'heure. Et on peut voir la même chose, l'atteinte des substances chimiques qui passent à travers le poumon et qui vont dans la circulation sanguine, et là aussi avoir des problèmes de dégradation par des problèmes enzymatiques qui sont soit
génétique, soit acquis par exemple après une hépatite, et entraîner donc une augmentation du stress oxydatif. Bon, ça c'est un petit peu compliqué, on va passer. Alors, quand je parle à mes confrères, je leur dis, bon, les symptômes, vous avez vu, c'est des symptômes qui partent dans tous les sens, ça correspond à rien pour vous. Les tests de provocation, on en a parlé, hein, vous savez, les tests olfactifs sont discordants, mais c'est des petites séries avec des protocoles qui mériteraient d'être vus. Il y a le contexte psychologique particulier qu'on a vu, mais qui est la conséquence et non pas la cause. La physiopathologie est mal connue, il n'y a pas de test diagnostique, on l'a vu, déterminant comme une radio ou une prise de sang. Cependant, il y a souffrance et retentissement important. Il y a, dans le Nord, on est quand même un pays minier où le Canari avait un rôle déterminant pour éviter les causes de grisou, puisque les Canaries étaient beaucoup plus sensibles au gaz émis dans la houille avant que ça explose. Et c'est un petit peu, je dirais, l'hypersensible chimique multiple et un peu le canari de notre société, c'est-à-dire qu'il perçoit des choses que la majeure partie d'entre nous ne perçoivent pas, malheureusement avec des conséquences tragiques pour le canari qui mourrait, et pour vous, une symptomatologie qui peut être quelquefois invalidante. Puis il y a un film qui avait été fait par Marion Taillol aussi, qui était très bien fait sur son témoignage dans l'entrée de sa maladie. Donc dans le traitement, je dis toujours à mes confrères, l'annonce du diagnostic, c'est déjà un petit peu un traitement, parce que après une errance de plusieurs années, on voit arriver des patients à bout de tout, et quand on leur dit, vous savez, si vous n'êtes pas fou, ce que vous ressentez, ça correspond à une véritable maladie, déjà ça permet aux patients de dire, bon, enfin, il y a quelqu'un qui comprend ce qui m'arrive. Et quand de surcroît, le patient vient accompagné du conjoint qui avait un doute, ou de quelqu'un de sa famille qui disait, ouais, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans sa tête, le fait de voir un professionnel de santé qui dit, bah oui, bah, ce que raconte votre conjoint, ou ce que raconte votre membre de famille correspond à une véritable maladie, et pas uniquement une histoire abracadabrantesque qui n'a pour but que d'embêter l'environnement, et de vous empêcher de vous parfumer, de vous empêcher de ci ou de là. La deuxième traitement, bah, vous le connaissez aussi, hein, c'est l'éviction, et on avait demandé au ministère, je vous le dis, en 2018, de construire en urgence un abri antichimique, un par région, hein, ça pourrait commencer par ça, pour que les patients qui ne peuvent plus supporter leur logement à cause des produits chimiques qui existent ou des composés organiques volatiles qui en émanent puissent enfin dormir et être sous un toit qui leur permette de se reposer. Les masques, il y a plein de masques. Alors là, j'ai souligné ceux-là parce qu'il semblerait que ce soit ceux les plus efficaces, mais je me rends compte à travers les consultations que chacun a un petit peu un masque préféré ou une intolérance à certains masques. Et donc, je dirais, en ce qui concerne les masques, on peut conseiller cela, mais si vous ne le tolérez pas, essayez n'importe quel autre masque. L'essentiel, c'est que ce soit un masque qui vous convienne à vous. La prise en charge hospitalière, c'est une catastrophe en France. Les recommandations de la prise en charge hospitalière sont très bien reprises dans le consensus italien dont on a parlé tout à l'heure, où ils mettent des recommandations, oui, qui sont quand même lourdes à mettre en œuvre, hein, avec une literie, tenue de personnel sans parfum, sans lessive odorante, avec de l'eau, bouteille de verre, des aliments ne contenant pas cuivre, aluminium, etc. Vaisselle en verre, il faut de vaisselle en verre, donc des couverts inertes pour qu'il n'y ait pas de soucis. Bien manger, ben vous en avez parlé déjà, hein, bio dans la mesure du possible, mais avec les réserves, là aussi, rien n'est parfait. Hein, on a vu avec le jambon bio où il y a plus de moisissures et donc qui peut dégager des composés organiques volatiles. L'intérêt du bio, c'est d'apporter des antioxydants, et on a vu que le stress oxydatif était important
dans votre maladie. Il y en a qui utilisent un régime sans gluten. Moi, je ne le conseille pas, sauf si vous en trouvez mieux. Normalement, un régime sans gluten, c'est réservé à quelqu'un qui a une véritable intolérance au gluten, avec des tests qui sont tests diagnostiques qui sont bien connus et qui sont objectifs. Il y en a qui n'utilisent pas de lait. Bon, pauvre en sucre. En cas de migraine, il y a ce type de médicaments, les triptans, qui peuvent être utilisés. Il y a aussi la caféine, mais bon, là aussi, on vient de voir que le café est quelquefois pas supporté. Donc, il n'y a rien d'universel quand même dans ce domaine-là pour vous. L'essentiel, c'est de trouver le traitement, l'aménagement qui vous convienne, vous. En cas de douleur, le tramadol, mais là aussi, il y a des patients qui ne supportent pas. L'actifed en fin de nuit, avec les réserves qu'on peut apporter sur l'actifed en ce qui concerne les risques cardiovasculaires en particulier. Et puis le Laroxyl qui peut être utilisé pour ces différents symptômes qui sont quand même assez fréquents dans votre maladie. Ça ne résout pas le problème chimique, on est bien d'accord, mais ça peut être une aide dans votre maladie. Le prudence sur les médicaments, on en a parlé. La thérapeutique cognitive et comportementale, jusqu'à présent, je disais toujours, c'est comme demander à un asthmatique qui est allergique au chat, par exemple, d'apprendre à tolérer le chat. Et je trouvais que c'était inadmissible que les médecins proposent la thérapeutique cognitive et comportementale, parce que on n'oserait quand même pas proposer ça, par exemple, à un asthmatique allergique au chat, parce que je fais souvent le parallélisme entre l'asthme et l'hypersensibilité chimique multiple auprès de mes confrères pour qu'ils comprennent bien que ce qu'on n'admettrait pas pour un asthmatique, eh ben, faut pas l'admettre pour un hypersensible chimique. Alors, j'étais donc très, très opposé à la thérapeutique cognitive et comportementale jusqu'à ce que je sois en contact avec un médecin de l'Hôtel Dieu qui fait une recherche sur cette thérapeutique. Enfin, quelqu'un qui fait de la recherche. Donc, même si cette thérapeutique cognitive et comportementale n'est pas la panacée, ça peut être une aide pour certains d'entre vous. Et maintenant, je la conseille, surtout après avoir vu un film témoignage qui existe sur YouTube d'une patiente qui avait été bien améliorée par cette thérapeutique. Donc, il y a une perspective d'avenir à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a enfin une recherche dessus. Peut-être que la thérapeutique cognitive et comportementale ne résout pas tout, mais peut-être que ça peut aider aussi certains. Et en tous les cas, maintenant que je suis en contact par le biais d'un groupe de travail au sein de la Société française nationale d'ophtalmologie, eh bien, après la thérapeutique cognitive et comportementale, on va pouvoir peut-être se lancer dans d'autres études bien randomisées, bien construites, objectives, qui va faire bouger les lignes auprès des médecins, car il n'y a que la recherche qui nous permettra de faire avancer les mentalités médicales. Et donc, j'ai bon espoir de pouvoir avancer un petit peu dans ce domaine. Et d'autant que je suis responsable on m'a demandé pour le prochain congrès d'ophtalmologie langue française en janvier 2025, on m'a demandé ce que je voulais faire, puisque le thème, ça va être l'environnement. Et donc, j'ai demandé à faire un atelier sur l'hypersensibilité chimique multiple. Et donc, j'animerai cet atelier. Et j'ai demandé au médecin qui fait de la recherche là-dessus, qui est un psychiatre, hein, de venir également. Et j'espère que le groupe de travail qui s'appelle PAPEI, où il y a beaucoup de médecins qui s'intéressent à l'environnement, grâce à ce groupe de travail, on va pouvoir avancer. Et c'est important parce que le travail de recherche qui est fait sur la thérapeutique cognitive et comportementale est soutenu par l'ANSES. Donc, ça fait des liens, le médical, recherche, ANSES. On va peut-être enfin pouvoir faire bouger les lignes par là, puisque tout ce que j'ai essayé au niveau médiatique s'est révélé jusqu'à présent sans effet. Pour avoir des contacts avec des journalistes médicaux, ils m'ont tous dit, écoute, publie, fais de la recherche, et puis on pourra passer des papiers là-dessus. Mais en attendant, mon journal va pas vouloir publier de choses. Bon. Le soutien des patients, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi à conseiller à chaque patient, parce que SOS MCS a fait beaucoup, beaucoup plus pour vous que les médecins.
Les antihistaminiques, ils auraient une certaine action sur les troubles digestifs. Alors, pourquoi les antihistaminiques? C'est parce qu'on a vu que le taux d'histamine était souvent élevé chez les patients atteints de MCS. Les déficits en vitamines, on en a parlé. S'il y a un déficit, d'accord. Sinon, faut pas en prendre, à mon sens. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Et vous voyez que on revient sur le stress oxydatif. La vitamine B12, quand on a un déficit, augmente le stress oxydatif et donc intervient comme facteur aggravant dans l'hypersensibilité chimique multiple. Le paracétamol, il interviendrait quand vous avez des maux de tête ou des douleurs, vous pouvez l'essayer parce que ça interviendrait au niveau des fameux récepteurs des cellules nerveuses qui jouent un rôle dans votre maladie. Certains tirent bénéfice de l'antiépileptique Keppra. Le problème du Keppra par rapport aux autres médicaments que j'ai cités, c'est qu'on agit, alors là, ça, hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire on est en dehors de tous les clous et que, j'avoue que je rechigne un petit peu à prescrire ce médicament-là parce que en cas de problème, je me retrouve vite derrière le Conseil de l'ordre ou autre. Le Cymbalta, c'est un antidépresseur, donc on peut l'utiliser aussi. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser de l'aroxyle. L'oxygénothérapie, il y a une publication sur le sujet, c'est 6 litres par minute, donc un haut débit pendant 2 heures par jour, 18 heures par jour. L'oxygène diminue le stress oxydatif, mais le problème, c'est l'interface, c'est-à-dire que toute la tuyauterie qui va de la source d'oxygène au nez du patient, c'est du plastique avec plein de phtalates, plein d'odeurs, plein de composés organiques volatiles, et même en les lavant un certain nombre d'entre vous ne supportent pas l'oxygénothérapie à cause de ça. Voilà quelques témoignages que je montre à mes confrères pour dire qu'il y a quand même des choses qui sont pas normales et qu'on est en non-assistance en personne en danger et en maltraitance en France pour les patients les plus atteints de votre maladie. Il faut donc faire de la recherche. Donc il y a un petit espoir quand même récent, quand même une lumière qui s'est allumée. Former les professionnels de santé. Ça, on a essayé à Lille de créer une unité de formation pour les médecins. C'est très très compliqué. Le responsable nous a dit que pour l'instant c'était pas d'actualité. La seule chose c'est que je crois que leur cursus, les médecins ont 6 heures de formation sur l'environnement ou choses comme ça actuellement et que ils essaieraient d'inclure ça à Lille dans les cours. Bon, j'avais interrogé mes confrères sur la pathologie. Vous voyez qu'il y en avait 1 sur 2 qu'on avait entendu parler. Le nombre de patients était très variable. La prise en charge, ils savaient pas trop quoi faire. Donc, en attendant un traitement plus efficace que ceux que j'ai proposés, il faudra aménager le poste de travail et arriver éventuellement à en cas d'impossibilité d'adapter le poste de travail à une inaptitude, mais avec une prise en charge au même titre qu'un accident du travail ou qu'une invalidité. Quand il y a un accident du travail, je vous dis, c'est plus facile parce que on peut essayer de faire prendre en charge tout ça derrière. J'ai fait une expertise récemment sur le sujet. J'espère qu'on va à Grenoble. J'espère qu'on va aboutir. Arriver à la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, faut avoir quand même une incapacité supérieure à 25%. C'est là où ça peut être intéressant, entre guillemets, d'avoir de l'asthme en plus ou d'être étiqueté par un psychiatre, burn-out ou autre, pour pouvoir faire rentrer l'hypersensibilité chimique multiple par ce biais dans ce type de prise en charge. Pour moi, il faut que les gens soient pris à 100% quand ils ont des formes sévères, qu'ils aient un statut de travailleur handicapé. C'est pas toujours facile de faire reconnaître en maladie travailleur handicapé parce que c'est très variable d'une région à l'autre. De même que pour la reconnaissance en invalidité. Et la création d'un refuge chimique me paraît être une urgence également. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à vos questions. Merci, Dr. Richard. Bonjour à toutes et à tous. Je suis atteinte du syndrome d'hypersensibilité chimique multiple depuis quelque temps. Cette maladie n'est pas reconnue correctement et du coup ma prise en charge elle a été inappropriée.
enfin du moins je l'estime inappropriée. En moyenne, ceci dit, l'errance pour cette maladie, elle est de 10 ans. Ce qui est quand même bête, c'est que si elle est prise suffisamment tôt en charge, eh ben, elle se stabilise. Moi, j'ai été prise en charge en 1 an après le diagnostic et du coup, j'ai pu stabiliser les choses. C'est à la base une histoire de dents plombées avec du mercure. C'est quand même le pire neurotoxique de la planète, avec des implants en titane et en nickel, et puis plein d'autres métaux. Il y a aussi une histoire de surmédication qui ont engendré des souffrances quotidiennes pendant plus de 14 ans, avec des raideurs cervicales, un système immunitaire qui s'affaiblissait, et j'en passe. Et du coup, il y a 5 ans, on emménage dans une maison très jolie, mais très moisie, avec beaucoup de plomb sur les murs. Et histoire d'en remettre une couche, bah, moi, derrière, j'ai gratté tous ces murs et j'ai utilisé des produits bien chimiques pour nettoyer. Je me suis fait mon petit effet cocktail. Pour moi, c'est clair, c'était une intoxication avec plein de choses cumulées. Du jour au lendemain, j'ai eu des symptômes violents qui sont apparus. J'y ai perdu vraiment toute ma santé, mais quand je vous dis du jour au lendemain, j'ai aussi perdu plus de 20 kilos. J'ai frappé à plein de portes, à commencer par les urgences, des médecins divers et variés. La majorité d'entre eux pensaient que c'était psychologique. Je me suis retrouvée un peu écœurée par la situation. J'ai décidé de prendre moi-même ma santé en main et de faire mes propres recherches et mes propres analyses. Au début, les symptômes, ils étaient plutôt respiratoires et cardio. C'est un petit peu descendu. Les symptômes sont aussi descendus au niveau gastrique. Pour terminer, c'est devenu systémique. Les expositions aux produits chimiques et aux moisissures, du coup, pour ma part, ont des effets immédiats au niveau des voies respiratoires. Enfin, de là à là, vraiment toute la sphère ORL. Je vais produire des mucus que je vais pas pouvoir expectorer. Je vais avoir un liquide, comme un liquide dans les poumons. Je vais avoir des phénomènes de tachycardie et souvent je vais aussi avoir la langue qui va devenir blanche très rapidement. Mais j'ai aussi des problèmes de concentration, des absences, des confusions, des fatigues, des douleurs dans tout le corps, des maux de tête, des insomnies, des brûlures internes, de jour comme de nuit. Et puis des fourmillements aussi parfois dans les membres. Et bon, je vous dis pas tout, mais voilà, c'est vraiment une quantité énorme de symptômes que j'ai développés. Et quand je m'expose, du coup, en fait, je tolère plus du tout les parfums. Mais quand je dis les parfums, c'est au sens large, c'est autant les lessives, les maquillages, les crèmes, tous les produits d'hygiène. Les produits ménagers aussi. En fait, c'est pas l'odeur en soi qui m'embête, c'est plus les molécules chimiques. Faire mon ménage, c'est devenu un vrai défi. Ça se fait en plusieurs étapes et pas en une fois. Je suis intolérante aux bijoux. Je n'en porte plus. J'évite les lieux clos, comme les bus, par exemple, parce qu'il y a trop de molécules concentrées. Donc, je limite beaucoup les sorties. C'est voilà, des gènes respiratoires, de la tachycardie et des malaises divers et variés. Enfin, voilà. Le ciné, le théâtre et les opéras, pareil, c'est la même chose. On est dans des lieux clos. Je me demande aussi s'il n'y a pas des problèmes de moisissure. Des fois, je sens que c'est très mal aéré et je sens la moiteur de la présence humaine. Enfin voilà, c'est vraiment très désagréable. Les restaurants, de toute façon, j'avais développé trop d'intolérance alimentaire aussi, donc c'était plus possible. Le shopping, tout ce qui est textile et objets, quand on rentre dans les magasins, je sens tout de suite que c'est imbibé de produits chimiques. Je vais respirer comme Dark Vador. Voilà, en gros. Et puis, il va y avoir des phénomènes de tachycardie. Pour les courses, surtout au niveau rayon lessive et produits ménagers, en général, c'est en apnée et c'est à 2 rayons près. Je contourne. J'ai une hypersensibilité aux moisissures. Par exemple, je vais déplacer une orange moisie, la mettre délicatement à la poubelle et je vais me retrouver avec
entre autres les problèmes respiratoires, mais aussi une sensation très désagréable sur le visage. Et je vais être obligée d'aller me laver les cheveux, le corps et de changer de vêtements. Rien qu'en manipulant en fait la moisissure. En fait, il faut savoir que la moisissure, elle produit des COV. Je ne sais pas si c'est ça qui me gêne, mais en tout cas, le fait est que les moisissures produisent des COV. Je souffre particulièrement en période humide, surtout quand c'est prolongé. Tout ce qui est déplacement dans les lieux administration, bureaux et compagnie, j'y vais avec un masque à clapper, avec un filtre à charbon, mais ça nécessite toujours un dégazage parce que souvent c'est en plastique et au début je ne supportais pas non plus et je tolère plus non plus tout ce qui est médicaments. Qu'est-ce que j'ai fait moi derrière pour améliorer la situation? D'abord j'ai déménagé. Ça a été le plus représentatif dans mon amélioration. C'était vraiment le déménagement dans un lieu sain, de faire des évictions de tout ce qui me faisait réagir, tout ce que je suspectais. J'ai dû arrêter temporairement aussi beaucoup d'aliments, un peu comme le principe FODMAP, mais là vraiment en grande, enfin voilà, c'était très très large. C'est les laitages, les farines, même sans gluten, les oléagineux, les légumineuses, les céréales, tout ça, je pouvais plus les supporter. Ça me provoquait tous les symptômes respiratoires et cardio que j'ai expliqué tout à l'heure. Les sucres, tous, le chocolat, les produits transformés, les œufs, machin, trucs bidules, même le jambon bio me faisait réagir parce que faut savoir que dans les charcuteries, quand ils sont bio, alors voilà, faut choisir entre la peste et le choléra. Vous avez d'un côté les jambons avec tous les produits chimiques ou les jambons qui sont exposés un certain temps, la conservation n'est pas optimale, ça reste trop longtemps sur le comptoir et ça va développer des moisissures. Voilà. Les fruits trop sucrés, c'était plus possible non plus. C'était plutôt, je consommais des agrumes, des noix de coco et j'ai pu intégrer les baies un peu plus tard. Les thés et les tisanes industrielles aussi, c'était plus possible. Les cafés, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Probablement des produits divers et variés, des métaux, peut-être des moisissures, que sais-je. Même l'odeur du café me provoquait des tachycardies. J'ai réaménagé tout mon quotidien avec des filtres divers et variés, des déshumidificateurs, aspirateurs, des filtres à eau. J'ai fait la chasse à tous les perturbateurs endocriniens, à toutes les moisissures évidemment. J'ai remplacé tous mes produits par des produits neutres, sans perturbateurs endocriniens, sans allergènes, sans odeur. Tout ça, ça m'a permis de tout assainir et le job n'est pas terminé. Voilà, tous ces soins et tous ces réaménagements dans mon quotidien, ça a été un énorme préjudice financier. Parce que j'ai fait énormément d'analyses toute seule, mais ça a quand même permis de prouver à tous, que ce soit mes proches ou les médecins, que ce n'était pas psychologique, mais que c'était bien toxico-biophysiologique, qu'il y avait des choses, je vais pas dire des marqueurs officiels, mais en tout cas, il y avait des marqueurs qui montraient que mon corps partait totalement en cacahuète. J'ai trouvé du soutien en adhérant à SOS LCS. J'ai eu droit à plein de conseils experts, poussés. Je me suis fait diagnostiquer. Merci, docteur Richard. Et puis aujourd'hui, tous les symptômes se sont quand même nettement améliorés, tout comme ma qualité de vie. En tout cas, si je ne m'expose pas. Je suis dans un environnement bulle aussi, que je maîtrise comme je peux. Et avec tout ça, j'ai quand même failli perdre finalement tous mes proches. Certains ne comprenaient vraiment pas la situation, s'agaçaient. J'ai aussi ressenti un peu d'isolement social au début, mais vraiment le fait que j'ai été prise en charge rapidement et que j'ai pu prouver ce qui se passait au niveau physio, ça a quand même calmé le jeu au niveau de mon entourage. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir mettre en place tout ça très vite, tout ça en place. J'ai accompagné mon patient, j'ai une de nos proches aussi qui était atteinte de ce syndrome, donc j'étais pas seule. Donc mon dernier mot, c'est que ce qui est terrible avec cette maladie, c'est que le risque il est vraiment très très grand
de se mettre à dos tout le monde, d'être exclu et puis de tout perdre. J'étais à ça, voilà. Donc voilà mon témoignage. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Laïs. On va passer aux questions et comme il y a énormément de questions, donc vous me direz, docteur Richard, le temps que vous pouvez nous accorder. Donc on va commencer par Karine. Est-ce que tu as des questions sur Facebook? Je n'ai pas vraiment de questions en fait sur Facebook. Alors Carole, la première question sur le Zoom, s'il te plaît. Alors, sur les questions, Martine demandait si on pouvait envisager une origine génétique à cette maladie. Oui, on en a parlé un petit peu. Il y a souvent les maladies environnementales, quelles qu'elles soient. Par exemple, l'asthme, hein, je reviens toujours là-dessus, mais c'est vraiment, et il n'y a pas que l'asthme, hein, et il y a un facteur génétique et un environnement. Si on a, de par ces gènes, un déficit enzymatique qui empêche la détoxification des produits chimiques, évidemment, le jour où on est exposé à des doses un peu plus importantes de produits chimiques, on risque de développer plus facilement cette maladie. J'aurais tendance, à travers ce que j'ai lu, de dire oui, il y a un facteur génétique, mais il suffit pas à lui-même. Il y a aussi une question sur l'activation mastocytaire et le lien avec la sensibilité multiple chimique. La mastocytose, c'est complètement différent de l'hypersensibilité chimique multiple, puisque ça correspond à on peut faire un dosage dans le sang qui permet de diagnostiquer la maladie. Par contre, certains symptômes peuvent être identiques à celui de l'hypersensibilité chimique multiple. C'est pour ça que ça fait partie du diagnostic différentiel et que, bon, pour la patiente qui m'a demandé de le faire, comme il y avait un petit doute, on a fait le dosage qui était pas normal de mémoire. Alors ensuite, c'est peut-être pas forcément pour le docteur Richard, mais c'est quelqu'un qui demande s'il y a une liste de médecins qui connaissent la pathologie et à qui on peut s'adresser. Mais ça, je crois que vous pouvez avoir les réponses avec l'association. Pascal, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, nous avons une liste de médecins donnée par les adhérents. Mais par contre, il n'y a que les personnes qui adhèrent à l'association qui peuvent avoir accès à cette liste. Il y a fait aussi Christine qui parlait de l'olfactométrie et savoir si si c'était assez répandu. Enfin, je pense que c'est ça, Christine, ta question. Enfin, qui avait déjà eu cet examen? Alors, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce que Pascal a dit qu'il y avait une liste de médecins qui était accessible qu'aux gens qui adhéraient à l'association. Je crois que il faut tous autant qu'on est hypersensibilité chimique multiple, c'est très important d'adhérer à une association. Je crois que la cotisation elle est pas énorme et je sais que vous êtes assez arrangeant là-dessus, mais il faut je crois que c'est très très important d'adhérer à l'association. Pourquoi? Parce que vous voyez que les médecins, ils connaissent pas bien la maladie. Vous voyez que les médecins, quand ils parlent au ministère, comme on l'a fait en 2018, on s'en contrefout. Par contre, les patients, quand il y a une association de patients qui écrit, alors vous allez me dire, pour l'instant, ça n'a pas été beaucoup suivi des faits, mais en tous les cas, une association de patients, ça a au moins autant de poids, et j'irais beaucoup plus, moi, de poids que les médecins vis-à-vis des autorités, enfin de l'ANSES, etc. Donc, imaginez que SOS MCS recueille l'adhésion de tous les gens qui ont une hypersensibilité chimique multiple. Quand vous serez 100 000, 200 000 ou 300 000, parce que c'est le cas hein, en France, on arrive facilement à ces chiffres-là, et même plus. Quand vous serez très nombreux, vous aurez un autre poids auprès des ministères et on vous entendra beaucoup plus. Donc c'est très très important que tous les gens qui ont un MCS adhèrent. Ça c'est pour revenir un tout petit peu en arrière et insister sur ce fait-là. Pour moi c'est primordial.
Après, pour ce qui est de l'olfactométrie, je n'en ai de connaissances que livresques, et je n'ai jamais pratiqué cet examen. Et c'est là le domaine de la recherche. Et donc, quand on aura un groupe de travail suffisamment motivé, avec des scientifiques qui ont des laboratoires qui permettent de faire de l'olfactométrie, on fera de l'olfactométrie. Mais actuellement, j'en parle parce que c'est dans la littérature, mais c'est malheureusement ça n'a pas de conséquences pratiques pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose. Johan parle de test INOS. Oui, alors ça, le nom INOS, on l'a vu, c'est la détection on l'a vu aussi, même chose, c'est la recherche, hein. La détection dans l'haleine des composés organiques volatiles. Il y a une étude qui a montré qu'il y avait plus de composés organiques volatiles dans l'haleine des gens MCS que des non-MCS, que des témoins. On est d'accord. Mais ça aussi, ça fait partie. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a quand même des gens qui font de la recherche là-dessus. Mais je dirais que l'urgence, là, c'est quand même de trouver des traitements qui soient adaptés, quoi. Voilà. Alors, je vais peut-être préciser, c'est peut-être ça que Johan voulait. Il voulait savoir si ce test INOS pouvait avoir valeur de preuve. Mais si c'est encore à stade expérimental, je pense que c'était la précision, c'était la question de Johan. Hélas, non, il y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de moyen diagnostique objectif. Quand j'en parle à mes confrères, je dis le diagnostic, il est clinique avec deux questionnaires de référence, le questionnaire à 6 questions ou le questionnaire Kesi. Et je leur dis, alors ils me disent, ouais, c'est un peu juste quand même écoutez, quand on parle de syndrome là aussi je fais un parallélisme, hein, syndrome des jambes sans repos, c'est un diagnostic clinique. Et les pneumologues, les médecins, ça les gêne pas de dire, ah bah oui, c'est un patient, il est fort embêté avec son syndrome des jambes sans repos, ce qui est une vraie pathologie, hein, je suis tout à fait d'accord, mais ça les gêne pas de faire un diagnostic clinique pour le syndrome des jambes sans repos, et puis de dire, ah ouais, mais Kesi, voilà, bon. Donc, et puis il y avait un peu d'expérience pour en avoir encore discuté avec des gens comme Frédéric Deblay à Strasbourg. Il me dit, le Kesi, moi, honnêtement, pour faire le diagnostic, je n'ai pas besoin du Kesi, mais par contre, je trouve que c'est très important pour évaluer, donc je le demande systématiquement, c'est très important pour évaluer la gravité et le retentissement social. Ça, à mon avis, c'est un élément de semi-quantitatif très important. Mais c'est vrai qu'avec un peu d'habitude, hypersensibilité chimique multiple, c'est le diagnostic qui est vite fait. Ça n'empêche pas d'éliminer un asthme, etc., de rechercher d'autres choses, faire un bilan biologique, etc. Mais voilà. Alors, il y a Régine qui est SM depuis 2009 et qui demande, elle a une amputation de 30% des débits bronchitiques périphériques qui ne la dérange pas tant que ça et elle se demande si ça peut être une conséquence de l'hypersensibilité chimique. Il y a plein de causes. Alors d'abord, 30% en périphérique, c'est vraiment peu. Enfin, c'est beaucoup en pourcentage, mais on s'est beaucoup intéressé à la mesure du diamètre des petites bronches, hein, des bronches périphériques. En fait, pour l'instant, on est content de les regarder, mais ça ne débouche pas sur des choses fantastiques. En plus, quand on le mesure, c'est très très variable. C'est pas toujours fiable, quoi. Et je comprends qu'elle soit pas embêtée cliniquement avec 30% d'amputation en périphérie. Donc, donc il y a plein de causes possibles de cette obstruction périphérique. Est-ce que l'hypersensibilité chimique multiple peut induire une obstruction bronchique périphérique? J'ai pas la réponse. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent le générer, hein. Beaucoup d'autres choses. Une infection virale antérieure, ça peut être passager, ça peut être permanent, ça peut être lié à une infection virale antérieure ou momentanée, ça peut être lié à un épisode infectieux bactérien, ça peut être lié au tabac ou à l'environnement professionnel ou même d'origine génétique ou une prématurité. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent intervenir. Donc, je me garderais bien de dire à quelqu'un qui a une obstruction bronchique périphérique, c'est lié à votre MCS. Je dirais pas ça. J'arriverai pas à dire ça. Je peux dire juste mon témoignage ou pas? Oui.
Moi, je suis d'accord pour tout. Par rapport aux problèmes respiratoires, j'ai quand même été jusqu'aux symptômes de BPCO. Il y a eu un début il y a eu un début d'obstruction qui s'est très très vite résorbé. Mais bon, après, je suis pas allée jusqu'à la BPCO pure sur des années et des années non plus. Mais voilà, enfin moi c'était mon expérience avec la présence de liquide dans les poumons à la suite de cette exposition cocktail. Oui. Alors là, par contre, là, on a dit que l'hypersensibilité chimique multiple et, avait des symptômes liés à des quantités de produits chimiques infratoxiques. Mais on a vu aussi que l'hypersensibilité chimique multiple pouvait être déclenchée par justement une exposition à des doses toxiques. Et quand ça se passe dans le milieu de travail, c'est comme ça qu'on arrive à faire une reconnaissance en maladie professionnelle. Donc oui, bien sûr, si vous êtes exposé même n'importe qui, il y a même des gens non MCS, hein, à des doses importantes de produits chimiques, vous avez le droit de faire un certain nombre d'irritations bronchiques momentanées ou plus prolongées, avec une obstruction bronchique qui peut être provisoire ou définitive selon l'intensité de l'exposition, la concentration des produits chimiques, leur type de produits chimiques et vos possibilités de détoxification. Alors, Florence demande s'il y a des études concernant la vulnérabilité particulière des enfants ou des atteintes possibles même lors du développement du fœtus. Je sais pas. D'abord, je n'ai pas vu d'enfant atteint d'hypersensibilité chimique multiple. Il y a une patiente qui m'a dit que sa fille, ses enfants commençaient à avoir des symptômes identiques. Une seule patiente. J'ai pas d'expérience pour les enfants et j'ai rien lu de particulier pour les enfants. Mais j'ai pas tout lu, hein. Alors, Céline demande si l'on peut parler de SCM pour juste une gêne d'odeur sur des odeurs fortes comme intolérance, sur des gènes comme par exemple odeur de transpiration ou odeur de médicaments, enfin voilà. Bah, ça dépend un peu de notre développement d'olfaction. Euh, quand je vous l'ai dit, j'aime bien faire le parallélisme entre asthme et hypersensibilité chimique multiple. Quelqu'un qui fait une crise d'asthme dans sa vie parce qu'il a été exposé à tel ou tel allergène, on va dire qu'il est asthmatique. Mais ça n'a rien à voir avec les patients qui sont bleu marine dès qu'ils font 3 pas à cause de leur asthme. On passe d'une extrême à l'autre. Et dans l'hypersensibilité chimique multiple, on peut s'estimer hypersensible chimique multiple à cause d'une exposition aux produits chimiques, mais sans avoir de symptômes graves, quand on est incommodé. Est-ce que le fait d'être incommodé, c'est une hypersensibilité chimique multiple? Ben, oui, si on l'est plus que nos voisins face à tel ou tel parfum ou telle odeur, mais ça n'a pas de conséquences pratiques. Donc bon, c'est pour ça que vous avez vu que la prévalence, elle oscille entre 0,2 et 35%. C'est parce que ça dépend ce qu'on met sous le terme hypersensibilité chimique multiple. Et donc quelqu'un qui est incommodé par des odeurs, d'un parfum, sans que ça le gêne de quelque façon que ce soit dans sa vie, bah oui, on peut dire qu'il est hypersensible multiple, mais voilà, c'est une forme très très légère qui ne gêne pas trop. Voilà, donc bah moi ça m'arrive quelquefois de dire à mes secrétaires, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un insecticide, vous avez mis un insecticide? Non, en fait c'est quelqu'un qui arrive avec un fort parfum, un peu très fort, et donc ben, on aère un petit peu et puis les choses rentrent dans l'ordre après, quoi. Je suis incommodé momentanément, comme je pense beaucoup d'entre nous. Il y a aussi une question sur les purificateurs d'air et leur voilà, savoir si c'est utile ou non et sur leur tolérance, parce que visiblement tout le monde ne les tolère pas. Ça peut être utile à certains. Ça peut être utile à ça. Ce qui a été démontré pour les épurateurs d'air, c'est qu'il faut d'abord des épurateurs d'air de bonne qualité avec des filtres HEPA.
haute, donc c'est haute high efficiency particules, ouais, enfin bon, un truc, c'est un acronyme anglais pour dire que ça retient toutes les particules fines, etc. Donc c'est efficace sur un périmètre. Ça dépend du type, aussi de la puissance de votre appareil. Donc très bon filtre. 2, quelle est la puissance de votre appareil par rapport au volume de votre pièce. Pour en avoir un chez moi, je sais que c'est bien efficace. Bon, il y a eu, en laboratoire, Frédéric Deblay a fait des études dessus. C'est bien efficace sur les allergènes, les particules, etc. Bon, il faut aussi savoir que quand je détecte des composés organiques volatiles ou des particules en nombre important chez moi, eh bien, quand j'aère, je peux vous dire, en 10 minutes, ça va beaucoup plus vite que mon épurateur d'air. Donc, purificateur d'air, oui, à condition qu'il soit de bonne qualité, qu'il soit adapté au volume et qu'il soit supporté par le patient. Si je peux juste rajouter un petit quelque chose, il y a aussi le temps d'utilisation et le fait d'être dans la pièce ou pas quand on laisse la machine en route. Moi, je l'utilisais pour lorsque j'ai emménagé, j'ai déplacé mes livres, j'ai ramené beaucoup de poussière et de moisissures avec moi. Donc au début, c'était très compliqué. Et à chaque fois que je soulevais les choses, je le mettais en route. J'avais un masque, je me protégeais. Et je pouvais aussi le laisser en route, quitter la pièce pour ne pas m'exposer au soulèvement de toutes les poussières et toutes les moisissures que ça peut engendrer, parce qu'il y a quand même un mouvement, ça aspire de l'air, ça le renvoie et donc ça brasse. Et ça, on peut le respirer. Et si on reste à côté des machines, ça peut être très, très désagréable. Voilà. De toute façon, ça n'est efficace qu'au bout d'un certain temps quand même, hein, c'est pas instantané. On a mis 3 ans nous avec plein de filtres. En fait, on avait 2 aspirateurs et un purificateur avec des filtres HEPA 1314. Et ben, on a quand même mis 3 ans à se débarrasser de cette gêne que je pouvais avoir dans notre espace de vie. Et si on n'a pas ces filtres et qu'on fait le ménage, ben on peut se traîner si on quitte un lieu moisi. Je parle des moisissures là en l'occurrence, mais si on quitte un endroit et qu'on arrive à un autre qui est sain, on ramène toutes ces saletés qui s'infiltrent dans les bois, dans les plâtres, dans les textiles. Si on n'a pas ces filtres, chaque fois qu'on fait du ménage, on soulève la poussière et ça retombe. Et on peut se traîner ces polluants des années et des années, voire même jamais s'en débarrasser. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est mesures hydrométriques à surveiller. Parce que si vous ramenez toutes ces saletés, les moisissures, elles prolifèrent et vous vous en débarrassez jamais, quoi. Voilà. L'aération fait mieux que l'épurateur d'air, quand même. Si on a condition dans un environnement, ça. Voilà. Ouais. Oui, donc, pour vérifier si vos VMC fonctionnent, il faut mettre, il y a des petites choses à mettre, une feuille de PQ que vous mettez sur votre VMC pour vérifier si elle fonctionne. Il faut qu'elle reste aspirée par la VMC. Si ça retombe, c'est que ça marche pas du tout. Et il faut toujours surveiller les petites aérations au-dessus des fenêtres. Là aussi, faire attention à la circulation naturelle. Et pour plus de détails et de conseils, il y a l'association. Martine demande si des problèmes oestrogènes ou de thyroïde peuvent-ils avoir un lien avec la MCS. Facteur aggravant. Voilà. Bon, il y a aussi sur l'électrosensibilité, mais vous en avez parlé évidemment. Hein. Maintenant, alors j'ai plus la question sous les yeux, je ne la retrouve pas, mais il me semblait que la personne disait qu'il y avait le déclencheur, enfin premier, c'était l'électrosensibilité, mais ça, c'est quelque chose qui se disait il y a très longtemps. Je ne crois pas que ce soit encore validé maintenant. On peut être MCS et devenir électro plus tard. Enfin, confirmez-moi, docteur Richard. On a dit tout à l'heure, le MCS précède souvent une HS. Le MCS peut arriver en même temps ou précéder l'électro-hypersensibilité. Alors, il y a aussi une question, y a-t-il une prédisposition quand on a toujours eu un odorat hyper développé?
Ça, je sais pas. J'espère que c'est pas le cas, parce que sinon, malheureusement, je vais rejoindre, euh, vous rejoindre avec des La, symptômes. la question a été posée parce que la personne avait un odorat hyper développé enfant et maintenant est SCM. Voilà. Il y a, il y a, il y a encore discuté récemment avec une d'entre vous qui me disait que elle détectait, mais c'est un peu normal puisque vous avez une hypersensibilité aux produits chimiques, donc elle est capable de détecter un incendie à 10 km, quoi. Alors que les autres disent, bah non, il n'y a rien qui se passe, quoi. Canari, syndrome du canari. Vous Ouais. percevez des choses que les autres ne perçoivent pas. Mais pas toutes, enfin, pas toutes les molécules. Moi, il y a des odeurs que je ne sens pas. Il y a des odeurs que je ne sens pas. Et Pareil. Ouais, d'accord. d'autres que je sens. Ouais, tout à fait. Pour ça que dans les facteurs déclenchants, j'ai mis des pourcentages. Et il y en a qui sont plus gênés par les moisissures, d'autres plus par les lessives. Et il y en a une que vous connaissez bien, qui commence par un A et qui se termine par un L, qui correspond à un prénom de féminin et qui sont perçus quelquefois par certaines d'entre vous à distance, très à distance. Même quand, enfin, sans que dans la foule, quand il y a quelqu'un qui s'est lavé avec cette lessive-là, vous les repérez, quoi, hein, pour certaines d'entre vous. J'avais une question de François sur Facebook qui demandait pourquoi nous avions les deux pathologies, voire même plus avec la fibromyalgie. Bah, il y a des mécanismes vraisemblablement identiques, c'est-à-dire peut-être un facteur génétique pour certains, des facteurs enzymatiques qui interviennent, acquis ou innés, et vous avez vu que les modes d'expression de la maladie, il y en a, ils ont plus de vertige que d'autres, il y en a, ils ont plus de maux de tête que d'autres, il y en a, ils ont plus de problèmes de concentration que d'autres. Donc ça doit. Alors là, je ne sais pas répondre vraiment très précisément pour le reste, mais ça doit toucher des zones au niveau du cerveau, là où il y a le plus de récepteurs dont on a parlé, et de ce fait-là avoir une expression un petit peu différente. Oui, oui, c'est tout ce qui fait partie des maladies en lien avec un dysfonctionnement du système nerveux central, induit par les polluants, très probablement. Plus que très probablement d'ailleurs. Mais bon. Alors, il y a aussi une question de Michel. On a entendu que 30% des Français sont sensibles aux allergies de printemps. Y a-t-il un lien avec les allergies, aux produits chimiques? C'est des pathologies qui peuvent être associées, voilà, mais ça n'a rien à voir. Les mécanismes sont complètement différents, complètement différents. Sinon, ça serait il y a longtemps que l'hypersensibilité chimique multiple serait reconnue en France et prise en charge. Et y a-t-il pas une histoire de transport de produits chimiques sur les pollens qui peuvent accentuer les réactions? Ouais. Ça a été prouvé que les pollens étaient des vecteurs de produits chimiques, hein. Autour du pollen, il y a des tas de produits chimiques qui peuvent s'agréger et ça augmente la toxicité des produits chimiques, oui, effectivement. Le pollen étant un vecteur de produits chimiques. Alors, il me semble avoir fait le tour des questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les reposer sur le chat. Bon, il y a la question de la 5G qui revient très souvent là, où certains disent qu'ils se sont aggravés depuis l'arrivée de la 5G. Donc, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose là-dessus. Non, il y a une association, hein, avec laquelle SOS MCS est en lien, qui s'appelle Priartem Oui, oui. et qui sera plus à même de vous aider dans ce domaine-là. Moi, j'ai déjà du mal à faire face avec l'hypersensibilité chimique multiple. Donc, voilà. Bon, je vous l'ai dit, il y a quand même depuis cette année, là, au congrès de 2024, là, j'ai fait un lobbying tous azimuts pour essayer de trouver un levier scientifique dans les actions. Et bon, j'ai intégré le groupe Papey. Voilà, je vais essayer de faire un poster sur le sujet. D'ailleurs, j'aurais peut-être besoin
je vais avoir un petit questionnaire sur justement la thérapeutique cognitive et comportementale. Comme je ferai l'atelier avec le psychiatre, je ferai un rapport, si vous êtes d'accord, j'enverrai un questionnaire très simple sur est-ce que vous avez déjà eu une thérapeutique cognitive et comportementale, ça sera oui ou non. Est-ce que ça vous a fait rien, un petit quelque chose, ou au contraire, ça vous a sauvé la vie, quoi. Ça sera un questionnaire très très simple. Si vous pouvez y répondre, je vais essayer à partir de là de faire une publication poster pour le prochain congrès. Si j'y arrive. Voilà. Mais j'ai l'ambition. Merci beaucoup, docteur Richard, et j'espère que beaucoup vont pouvoir répondre. C'est important. Transmettre à Pascal Poupin, Oui. Alfred, pour diffusion. D'accord? Oui. Voilà, je vais vous quitter. Alors, je vais peut-être conclure. Un grand merci au docteur Richard et à Laïs Oudelier pour votre prise de parole lors de ce webinaire. Nul doute que votre intervention sur la sensibilité chimique multiple a favorablement capté l'attention de l'auditoire et a largement contribué au succès de cette conférence. Merci à Karine et à Carole qui ont participé à l'organisation de cette visioconférence. Je tiens naturellement à rappeler la disponibilité de SOS MCS vis-à-vis de l'ensemble des malades atteints de SCM pour continuer à les aider dans leur lutte quotidienne. Toutes les personnes qui ont découvert la SCM aujourd'hui peuvent nous contacter par téléphone ou par mail. Nos référents et référentes vous répondront dans les meilleurs délais. Vous trouverez nos coordonnées sur la page d'accueil de notre site sosmcs.fr. Je vous remercie de votre présence, de votre attention et vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Au revoir. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tout le monde et merci de votre présence.